Il mourut dans les circonstances suivantes. Une crise du rémi assez légère était cause qu'on lui avait prescrit le repos. Mais un critique ayant écrit que dans la vue de Delft de Vermeer, prêtée par le musée de La Haye pour une exposition hollandaise, tableau qu'il adorait et croyait connaître très bien, un petit pan de mur jaune, qu'il ne se rappelait pas, était si bien peint qu'il était, si on le regardait seul, comme une précieuse œuvre d'art chinoise, d'une beauté qui se suffirait à elle-même. Bergotte mangea quelques pommes de terre, sortit et entra à l'exposition. Dès les premières marches qu'il eut à gravir, il fut pris d'étourdissement. Il passa devant plusieurs tableaux et eut l'impression de la sécheresse et de l'inutilité d'un art si factice et qui ne valait pas les courants d'air et de soleil d'un palazzo de Venise ou d'une simple maison au bord de la mer. Enfin, il fut devant le Vermeer, qu'il se rappelait plus éclatant, plus différent de tout ce qu'il connaissait, mais où, grâce à l'article du critique, il remarqua pour la première fois des petits personnages en bleu, que le sable était rose, et enfin la précieuse matière du tout petit pan de mur jaune. Ses étourdissements augmentaient. Il attachait son regard comme un enfant à un papillon jaune qu'il veut saisir au précieux petit pan de mur. C'est ainsi que j'aurais dû écrire, se disait-il. Mes derniers livres sont trop secs. Il aurait fallu passer plusieurs couches de couleurs, rendre ma phrase en elle-même précieuse, comme ce petit pan de mur jaune. Cependant, la gravité de ses étourdissements ne lui échappait pas. Dans une céleste balance lui apparaissait, chargeant l'un des plateaux, sa propre vie, tandis que l'autre contenait le petit pan de mur si bien peint en jaune. Il sentait qu'il avait imprudemment donné le premier pour le second. Je ne voudrais pourtant pas, se disait-il, être pour les journaux du soir le fait divers de cette exposition. Il se répétait « Petit pan de mur jaune avec un auvent, petit pan de mur jaune. » Cependant, il s'abattit sur un canapé circulaire. Aussi brusquement, il cessa de penser que sa vie était en jeu, et revenant à l'optimisme, se dit « C'est une simple indigestion que m'ont donné ces pommes de terre, pas assez cuites, ce n'est rien. » Un nouveau coup l'abattit. Il roula du canapé par terre, où accoururent tous les visiteurs et gardiens. Il était mort. Mort à jamais? Qui peut le dire? Moi, ce que je peux vous dire en voyant ce tableau, qui est magnifique d'ailleurs, il me fait étrangement penser au port de La Rochelle. Et en m'approchant, je me dis, c'est pas possible, on n'est pas lui. Mais il y a une atmosphère qui me fait penser au vieux port de La Rochelle, avec ses deux tours, l'entrée étroite, le bateau, les personnages en premier plan, qui sont des femmes de pêcheurs, très évidemment. Et puis là-bas, au fond, il y a la grande barque de pêche. Et si on le regarde de façon un peu générale et discrète, on pourrait croire qu'on est ici en Charente. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est le ciel. On dit le plat pays, chez nous, en Charente. Aussi. Et c'est vrai qu'il y a dans ces plats pays, comme là-bas, aux Pays-Bas, des ciels absolument extraordinaires. Et il est là, vraiment là, je suis en admiration, parce que j'ai vécu beaucoup en Afrique, et les ciels n'ont pas de nuages. Tout d'un coup, bon, il y a une grande explosion de pluie, de foudre, de choses comme ça, mais autrement le ciel est blanc,
C'est un argent pur, éblouissant. Et moi, quand je suis rentrée en France, j'ai été dans l'émerveillement des ciels. Je dis, c'est l'opéra des nuages. C'est un opéra. Si on me fait deviner quelque chose, ce serait ça. Mais peut-être que je me trompe. Bah oui, ou peut-être qu'il n'existe pas. Eh bien, peut-être qu'il n'existe pas. Voilà. Profond, c'est que le peintre a voulu exprimer. Oui. Parce que quand il peint et qu'il dessine, il s'exprime comme un écrivain trouve ses mots pour écrire, pour exprimer sa pensée la plus précise et profonde. Oui. Eh ben, le peintre, c'est la même chose. Ah oui. Enfin, les peintres. Oui, les grands peintres. Ou ceux Oh, qui ben, les grands. Bah, même les petits peintres, ils essayent. Ils essayent, voilà, mais ils n'arrivent pas. Écoute, c'est une belle facture, c'est de la peinture bien peinte. Comme on dit chez les peintres, c'est bien peint. C'est du travail, mon C'est bon du monsieur. travail, c'est de la bonne peinture comme j'aime. Si j'étais un peu salaud, je dirais, comme on dit souvent, c'est de la peinture bien léchée, c'est-à-dire de la peinture où le pinceau est bien passé, repassé, repassé. Glacis après glacis, etc., etc. C'est de la belle peinture qui préfère. Je pense que dès que je vois du liquide, ça c'est du liquide, moi ça me met en transe. Or j'aime beaucoup Venise, donc je rebondis sur Venise, parce que comme chacun sait, tout le monde le sait, il y a beaucoup de canaux à Venise, et j'aime beaucoup la peinture vénitienne du XVIe et du XVIIe siècle. Ça a été l'apothéose à Venise. Et donc moi, dès qu'il y a de la flotte, réel. Là, on est dans un monde, il n'y a pas encore Rodia, il n'y a pas encore Google, il n'y a pas encore H&M, il n'y a pas encore Lidl. C'est la préconsommation. Donc on est dans un petit pays qui me plaît bien. Moi j'aime bien ces deux chicottes là, ces deux-là. Je sais pas ce qu'elles se racontent, c'est ça qui m'intéresse. Alors moi je sais que le Proust, le Marcel, le petit Marcel. Hein, Oui, bah oui, c'est lui. Qui nous réunit. Il s'est pas mal exalté sur ce tableau. Tu m'as lu le texte une quarantaine de fois, donc je te fais grâce d'une relecture du texte. Oui, oui. Du fameux texte. C'est un polisson, Proust. C'est un polisson parce que il fait mourir Bergotte d'une indigestion de pommes de terre. Bon, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est quelles pommes de terre il a mangé. C'est pas des pommes de terre de l'île de Ré. C'est pas des pommes de terre de Noirmoutier, je ne sais pas. Ça aussi, c'est des choses qu'il faudrait que tu creuses un peu. Toi. Bah, pour les historiens, ça voilà. c'est... Beaucoup. Moi, j'aurais pas l'idée, si j'étais écrivain, de faire mourir mon héros devant un tableau de Vermeer. Ce tableau-là, qui pour moi, était, avant que tu m'en parles... Il les a magnifiés par la littérature. Mais lui-même avait été donc avec son ami Vaudoyer voir l'exposition et il a fait un malaise. Et donc c'est son malaise apparemment qui lui aurait donné l'idée de donner un malaise, mais bien plus grave que le sien, à Bergotte, qui était l'écrivain de la recherche, et lui il en est mort, tandis que Proust a eu le temps d'écrire. C'est génial, c'est absolument génial, c'est comme le crime de l'Orient Express. C'est-à-dire c'est une affaire littéraire, purement littéraire, c'est un polar. Oui. Donc là on est dans un polar, pour moi on est dans un polar. Et effectivement, Delphes, c'est pas mal pour casser sa pipe. Ah bah toi qui aimes Venise, excuse-moi, Delphes, j'ai lu Venise parce que j'ai aussi, fait... C'est pas mal pour casser sa pipe, ouais. Enfin il y a de Mourir à Venise, oui. Ouais. Mais tandis que Delphes, j'ai lu ça, c'est en néerlandais, en hollandais. Tu l'as lu en néerlandais? Non, je l'ai pas lu. Tu parles le néerlandais? Non, mais j'ai appris que Delft en néerlandais, ça vient de delven, qui veut dire creuser. C'est à cause justement de l'eau, les canaux qu'ils ont creusés. Alors ça, c'est pas un canal, mais il y a le début d'un canal. Donc ça fait penser, bien sûr, à toutes ces villes bâties sur l'eau, enfin entourées d'eau. Voilà. Écoute, c'est très intéressant tout ça. Bon, moi, je sais pas si j'irai. Je suis trop impatient, moi je suis trop nerveux, je sais pas si j'irai passer mes vacances à Delphes. Oh, plus ça passe, il n'y aurait pas de petit pont de mur jaune, mais par contre ça a fait un événement considérable, ça a fait
le buzz, si j'ose dire, dans le petit milieu des 500 Proustiens ou des 5000 ou des 50 000 Proustiens mondiaux. Merci de rajouter des zéros. Je t'ai rajouté des zéros parce que je ne veux pas minimiser cette tribu, cette secte, comment tu les appelles, cette bande. Ces amateurs éclairés. Ces amateurs éclairés. Alors moi, la première fois que j'ai regardé ce tableau, je me suis dit, mince, qu'est-ce qui s'est passé dans cette ville? Il s'est passé quelque chose, il est arrivé un drame dans cette ville. Ce qui m'a frappé, c'est l'aspect endormi de la ville, les gens, les maisons, et surtout la maison centrale, là, comme l'endroit du bourgmestre, la grande maison sombre. Je me suis dit, mais là, cette ville a un secret, elle cache quelque chose, tout le monde se tait, l'eau ne bouge pas, les gens ne parlent pas, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'animation dans cette ville. Il y a vraiment un secret caché que tout le monde garde bien caché. Et alors, en regardant le tableau de manière un peu plus approfondie, je me suis dit, il y a un endroit où le secret est gardé. Et quand j'ai vu le petit pan de mur jaune, avec une petite fenêtre, il y a comme une petite lucarne noire, je me suis dit, ils sont très malins, parce qu'ils sont allés cacher les pièces de ce secret, de cet événement un peu dramatique. Ils sont allés les planquer dans cette petite... on dirait une petite pièce, un petit bâtiment avec ce mur jaune très, je dirais, ordinaire, qui ne se fait pas remarquer justement pour qu'il soit le gardien du secret. Donc, j'ai continué mon histoire en me demandant qu'est-ce que ça pourrait bien être que les gens du village, les gens de la ville, veulent garder, ignorer du peuple, des autres, des visiteurs, des gens qui viennent dans cette ville. Elle aurait complètement gardé caché derrière ce pan de petit mur jaune la raison pour laquelle il est tellement ordinaire et pas visible et pas tellement remarquable, justement pour sa fonction de garder les secrets. Les découvrir et puis de voir comment ils sont préservés. Voilà, donc le petit pan de mur jaune. Pour moi, c'est un secret, c'est un lieu du secret. Voilà. Du secret, c'est pas tout à fait le mot, c'est le lieu du mystère. Et maintenant, nous avons un autre touriste de passage dans ce très beau port de la Charente-Maritime, qui s'appelle Jules, et qui, lui, a aussi ses idées sur le tableau et sur le texte de Proust. Donc, Jules... Dans son roman La Recherche, il souligne un trait particulier de ce tableau, appelé le petit pan de mur jaune. Première question, le petit pan de mur jaune existe-t-il uniquement dans le roman de Marcel Proust ou bien correspond-il à une réalité sur le tableau de Vermeer? Le petit pan de mur jaune existe vraiment ou le petit pan de mur jaune n'existe pas et c'est une fiction créé par le romancier pour attirer l'attention du lecteur et lui transmettre une idée qu'il ne pourra jamais oublier après la lecture du roman. Manifestement, cette hypothèse est celle qui me convainc le mieux. En effet, on a beaucoup de mal à trouver où serait le pan de mur jaune. À première vue, ce que j'aurais considéré comme le pan de mur jaune, en y regardant de plus près, c'est un toit d'ardoise sur lequel le soleil donne une couleur jaune et où l'on reconnaît une fenêtre. Si on veut vraiment trouver un pan de mur jaune, il faut aller à l'extrémité du tableau. Et j'ai beaucoup de mal à penser que ce soit, du point de vue du tableau, l'élément le plus intéressant. Qu'est-ce que je vois, moi, sur ce tableau? D'abord, une ville avec, de façon très étonnante, sur la gauche, des toits en tuiles rouges et à droite, des ardoises grises. Ce n'est pas si courant d'observer une telle association. Je vois également le canal au premier plan avec très peu de personnes, très peu d'animation et surtout les 2/3 du tableau sont couverts par le ciel avec au premier plan des nuages très foncés et
de façon plus éloignée des nuages plus clairs. Par conséquent, maintenant je vais essayer de comprendre pourquoi il pourrait y avoir réellement un petit pan de mur jaune. En fait, peut-être que Marcel Proust a voulu insister sur la partie la moins intéressante de tout ce qui est représenté sur le tableau pour obliger le lecteur à voir justement tout ce qui n'est pas souligné, c'est-à-dire tout sauf le petit pan de mur jaune, car je ne vois aucun autre élément dans le tableau qui serait à jeter de côté. Ce qui est intéressant, c'est ce qui précède immédiatement. On dit que Bergotte ressent un malaise. Et finalement, je me suis demandé si le petit pan de mur jaune ne reflétait pas plutôt une conséquence du malaise de Bergotte que la réalité du tableau. Ce tableau, il faut penser qu'on est en intérieur et pas en extérieur. Là, on est en extérieur en l'occurrence, mais c'est pas grave. On s'imagine qu'on est à l'intérieur en réalité pour préparer une exposition de Vermeer à nouveau sur les Flamands de cette époque-là. On procède d'une certaine manière. La première chose, c'est de voir pas les détails ou le tableau en général, mais l'ambiance générale. Qu'est-ce que je peux amener pour rendre un objet, finalement quelque chose sans vie, lui donner la vie. À chaque fois, dans chaque musée, dans chaque exposition, c'est différent. Pour plusieurs raisons. Parce que c'est pas les mêmes emplacements, parce que c'est pas les mêmes atmosphères, parce que c'est pas les mêmes accroches de rails, c'est pas le même matériel qu'on utilise pour éclairer tel ou tel tableau. Donc on va utiliser différents types d'éclairage pour arriver à un certain résultat voulu. Il y a une infinité de propositions qu'on peut faire dans le tableau. Alors je sais pas moi, ce que j'aime dans ce tableau, c'est qu'il y a un petit pan de mur jaune là, dans le fond, que je voudrais vraiment un peu plus mettre en valeur, accentuer. Donc au lieu de mettre juste un spot sur le tableau, je vais en mettre un, plus un deuxième qui va venir renforcer le détail. Très bien.